Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Blois. C'est la deuxième date de cette tournée Place DTP 2022. Vous nous suivez depuis Orléans. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les différentes vidéos, les différents témoignages. Et donc chaque matin, vous le savez, on élabore, on parle d'un sujet, important concernant la filière, la transition écologique. Ici donc à Blois, une filière, vous le savez, qui se transforme, qui investit également, puisqu'on est là aujourd'hui notamment pour parler des métiers des travaux publics, une filière qui recrute, on parlera de recrutement, de futur, d'avenir. Et cette question de transition écologique, on en parle avec nos invités. Je suis très heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus tous les 5. Il y a du monde, il fait frais, mais quand on travaille dans les métiers des travaux publics, on travaille par tous les temps. Je vais accueillir Catherine L'Héritier, bonjour. Vous êtes première vice-présidente du conseil départemental du Loir-et-Cher et présidente de l'association des maires du Loir-et-Cher. On verra comment se portent justement les associations des maires du Loir-et-Cher dans quelques instants. Et surtout les communes, c'est ce qui nous intéresse évidemment. Alan Lecalvé, ravi de vous accueillir également. Vous êtes président de la Fédération des travaux publics du Loir-et-Cher. Philippe Guettard, bienvenue également. Vice-président Aglopolis, voirie et pistes cyclables. Vous nous direz ce qu'est Aglopolis pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas forcément de la région. Et de Blois, j'accueille également Osgureski, je suis désolé. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous êtes adjoint aux travaux, aux espaces publics et à l'intermodalité. On verra aussi ce qu'englobe l'intermodalité, ça c'est important. Et puis Alexandre Hédou, bienvenue également, directeur centre d'affaires, entreprises et économie sociale à la Banque Postale, parce que le financement, l'argent, c'est important, on en parlera dans quelques instants. On verra comment la Banque Postale aide les collectivités. Première question pour Alan. Question assez importante puisqu'on s'intéresse évidemment au Loir-et-Cher, on s'intéresse à Blois. 8000 entreprises, 310 000 collaborateurs pour la filière en France. Quels sont les chiffres dans le Loir-et-Cher si on pouvait... Alors pour le Loir-et-Cher, les travaux publics qui englobent multiples activités multimétiers représentent à peu près 90 entreprises et environ 1300 salariés. Donc, voilà. Et quel est le moral? Comment ça se passe? Le moral, il faut qu'il soit toujours bon. Mais voilà, après, on est toujours des périodes cycliques, début d'année un peu toujours plus compliqué au niveau activité. Après, ça repart. Et puis, la place DTP, on est là aujourd'hui aussi pour montrer nos métiers, montrer ce qu'on peut faire, les différentes activités qu'on propose, les différents métiers qu'il existe dans les travaux publics et avec nos besoins de recrutement. Donc, pour pouvoir montrer aux jeunes, attirer les jeunes dans nos métiers, et à les multiples entreprises qui sont présentes et les multiples métiers qui sont disponibles. Voilà. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Question pour vous, Osgureski. Un mot justement sur cet événement, Place DTP. C'est un événement important pour la filière. On parlera justement du futur de la filière et cette notion de transition écologique dans un instant. Mais voilà, cet événement est important pour tout le monde finalement. Oui, événement très important. Donc, merci à vous de l'avoir organisé. C'est une première édition. Deuxième étape à Blois. La première étape était dans le Loiret. Donc, pourvu que ça dure. Et effectivement, il y a des métiers en tension. Il n'y a pas que le TP. Il y a aussi d'autres métiers. Et effectivement, c'est très important de pouvoir donner une image plus que positive du secteur du bâtiment tout confondu, parce qu'aujourd'hui on a encore les images, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a encore les images de nos parents, de nos grands-parents qui nous disaient ah non, ne fais surtout pas ce que je fais, et on voit l'évolution aujourd'hui du bâtiment où c'est plus du tout la même pénibilité qu'on aurait pu connaître il y a 15, 20, 30 ou 40 ans. Philippe Guettard, c'est une filière qui se transforme, c'est ce que j'ai dit en préambule. Il y a des métiers qui vont s'ouvrir avec notamment cette question de transition écologique. Oui, bien sûr, puisque comme on le voit, le monde est en pleine évolution. Faut aller vite, faut aller très vite, parce que les objectifs qu'on se fixe sont relativement à court terme. Enfin, d'autres sont à plus long terme, mais il y a des objectifs à court terme, et donc il va falloir relever des défis ambitieux. C'est une nécessité en fait, et voilà. Donc on ne peut pas trop tergiverser. Oui, non, mais on va parler des infrastructures justement. Dans quel état sont les infrastructures dans le Loir-et-Cher, si on pouvait faire un état des lieux aujourd'hui? Alan. Toute collectivité, que ce soit le département, les mairies, les communes, les agglos, les collectivités continuent à entretenir, mais c'est vrai qu'on est à une période de changement, d'évolution des mentalités, d'évolution des mobilités.
le Covid a un peu accéléré toutes ces mobilités, donc avec les créations de pistes cyclables, de mobilité douce. Mais voilà, le département, et quand je t'englobe de département, je parle de toutes les collectivités, ont à cœur d'entretenir leurs infrastructures qui soient routières. Il y a aussi les réseaux, il y a multiples facettes à entretenir qui permettent de développer, lier les gens et pouvoir aussi avoir un développement économique d'une structure. Bah justement, je vais poser la question à Catherine. Dans quel état d'esprit sont les maires dans cet objectif d'investissement aujourd'hui? Alors, moi, je vais déjà parler peut-être plus globalement des collectivités, puisque chacun le sait, les collectivités sont les premiers investisseurs en matière de travaux publics. Je pense que c'est important de le souligner. Moi, je serais un peu tentée de dire... on a l'impression parfois que les entreprises de travaux publics font partie de la famille dans nos communes. Quand on fait beaucoup de travaux, en fait, ils sont tout le temps là, dans nos rues, dans nos bâtiments. Et c'est vrai qu'on constate une grande effervescence en matière de travaux publics dans le département. En tant que vice-présidente du conseil départemental, le département, lui, consacre 50 millions aux investissements, donc dirigés principalement vers les travaux publics, puisque entre eux, et j'ai mon collègue qui est devant moi, là, qui s'occupe des routes et des infrastructures, entre justement le réseau routier et les infrastructures telles que les collèges notamment, nos chantiers sont très importants, avec une influence très notable de la transition énergétique, puisqu'il n'y a pas plus tard que lundi dernier, Bernard nous a soumis une enveloppe complémentaire, par exemple pour le collège de Nains-sur-Beuvron, puisque effectivement c'est un collège qui sera à énergie positive, et on a des matériaux, malheureusement on en parlera peut-être, qui ont pris une certaine augmentation, ouais. Mais en tout cas c'est un sujet dont les collectivités s'emparent. Sur les communes, on est tous concernés par la transition énergétique et écologique, bien sûr. J'en veux pour preuve le décret tertiaire que nous venons de recevoir. Alors, nous, dans les collectivités, c'est un peu ça. Le matin, quand on se réveille, on se demande toujours le texte nouveau qu'on va avoir à examiner. Alors, c'est vrai que ça a un intérêt sur les entreprises de travaux publics, puisque ça génère des travaux. C'est vrai aussi qu'on aurait de toute façon procédé à des grands investissements, puisque les communes comme les départements ont de la voirie à entretenir, ont des bâtiments à entretenir. Là, quand on regarde le décret tertiaire qui met un échéancier sur la réduction de consommation des bâtiments de 1000 m², alors si vous regardez autour de vous, dans une commune, pour peu que l'école soit accolée à la mairie ou la salle des fêtes à la mairie, donc déjà ça fait une unité architecturale de 1000 m², et on a un échéancier très précis pour réduire la consommation d'énergie. Voilà, donc certainement aussi là, pour le BTP, des travaux en perspective. Ce que je voulais dire, pour nous les collectivités, le BTP, oui, c'est un partenaire essentiel pour les projets qu'on a tous à développer. C'est aussi un partenaire essentiel pour l'économie de nos territoires, et le département l'a bien compris en créant la dotation de solidarité rurale, qui est une dotation qui soutient l'investissement des communes, puisque nous sommes investisseurs directs par les travaux que nous organisons nous-mêmes, mais nous soutenons les communes, et avec une enveloppe de 5 millions, on arrive à générer à peu près 20 millions de travaux. Donc c'est-à-dire que là aussi, soutien du BTP, et surtout pour nous tous, le BTP, c'est de l'emploi local. On est tous attachés à notre département. Ici, dans le département, nous avons créé une agence d'attractivité pour expliquer, notamment aux Parisiens, que c'est très bien de venir s'installer en Loir-et-Cher. Mais voilà, le BTP contribue aussi à ce qu'arrive sur notre département des professionnels. Puis je voulais rebondir sur ce que disait Philippe tout à l'heure. On constate, quand on voit les opérations, et je pense que Bernard ne me démentira pas, on constate un grand professionnalisme des équipes qui interviennent sur nos communes, que ce soit les chefs de chantier, je ne vais pas dire la bonne appellation sans doute, les chefs de chantier, les chefs d'équipe. On voit des gens particulièrement astucieux, et on voit des chantiers qui se déroulent au mieux des intérêts de tout le monde. C'est-à-dire que la collectivité, puisque lorsqu'on organise un chantier, c'est toujours un peu une perturbation pour les habitants. Et ce que l'on observe, c'est une grande ingéniosité dans la mise en œuvre des travaux. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est pour nous le BTP, c'est un peu un partenaire constant et quotidien. Et c'est effectivement une filière qui investit, on en parle, qui se transforme. On va voir ce qui est fait justement à Blois avec vous dans quelques instants. Osgureski, vous êtes, je rappelle, adjoint aux travaux, aux espaces publics et à l'intermodalité. Ça comprend quoi, l'intermodalité ? Ça comprend tout, tout ce qui est déplacement, et sans opposition.
parce que malheureusement, on entend des personnes, lorsqu'on dit on va créer une piste cyclable, c'est oui, vous enlevez la place de la voiture. Donc il faut rappeler que non, on n'enlève pas la place de la voiture, mais il faut pouvoir se déplacer pour tout le monde. Chacun doit pouvoir se déplacer comme il le souhaite. Donc l'intermodalité, c'est le vélo, c'est le piéton, c'est la voiture, c'est le bus, c'est tout ce qui est déplacement. Tout ça, c'est des choses qui étaient prises déjà en compte il y a quelques années, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a encore plus cet objectif ? Oui. La crise Covid, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a accéléré un peu les choses, et on l'a vu au niveau national, l'ampleur que ça a pris. Nous, dès 2020, on a mis en place des zones d'essai sur des portions pas loin d'ici pour voir un peu comment ça vivait, et on l'a pérennisé de manière c'est ce qui nous a permis de voir à quel point il y avait ce besoin-là, et qu'aujourd'hui les Blésois se sont appropriés aussi ce côté un peu qui change de l'ordinaire, parce qu'il faut dire ce qui est, moi personnellement, je m'occupe aussi de la place du vélo, mais je ne fais pas forcément du vélo. Mais toujours est-il que j'ai une attention particulière à ça. Et oui, bien sûr qu'il faut plus de vélos, qu'il faut plus... Plus de vélos, plus de pistes cyclables, c'est ça, tout ça. Alors, plus de pistes cyclables, oui, et plus d'investissement. Aujourd'hui, on a un budget, on a alloué un budget de 2 millions d'euros sur le mandat sur la création de pistes cyclables, tout en prenant en compte de mettre fin aux discontinuités cyclables, de sécuriser les points noirs, que ce soit sur les ronds-points. Et c'est notre objectif, et qu'on travaille avec les associations, avec les usagers du vélo également. Et je voudrais quand même rappeler, nous, à la ville de Blois, on a un pôle qui s'appelle Transition écologique, dont je fais partie. Donc c'est une DGA. On a un directeur général adjoint avec différents directeurs des infrastructures, de l'éclairage public. Et on est 3 élus sur cette délégation-là. Donc avec ma collègue Hélène Menou, David Legrand sur les espaces verts, Hélène Menou sur la naturalité en ville. Et bien entendu, en fait, l'effet Covid, ça a aussi un peu boosté sur le changement qu'on devrait avoir sur nos habitudes de déplacement. Notamment sur le trajet maison-travail, par exemple. Il y a beaucoup, j'imagine, de... Maison-travail, notamment pour le trajet maison-travail, mais aussi le trajet, ça peut être anodin si je vous le dis comme ça, mais le trajet maison-école pour emmener les enfants. Moi, je l'ai constaté pendant le confinement, juste après le confinement, au retour, le nombre d'élèves qui partaient en vélo à l'école, c'était beau à voir, et ça nous a ou en trottinette. donné... Je parle pour ma fille. Voilà. Ou en trottinette. Enfin, voilà, il y a des changements aussi. Tout à l'heure, on parlait des vélos, mais aussi des trottinettes, effectivement, dans l'intermodalité. Et voilà, donc aujourd'hui, sur la transition écologique, à la ville de Blois, hormis la voirie, les pistes cyclables. Parce qu'on parle des pistes cyclables, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. On a aussi, par exemple, la désimperméabilisation des sols, les pieds d'arbres, par exemple, où on enlève le bitume pour mettre du calcaire, on laisse respirer le sol. On va lutter contre les îlots de chaleur en mettant de l'enrobé hydrodécapé. Il y a plein de choses qui existent. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Catherine sur la technicité qu'apportaient les TP, pour aussi remercier nous les services, parce que en vérité une collectivité c'est une entreprise de TP. On a notre bureau d'études, on a nos machines, on a nos trucs, donc on est une entreprise de TP. Et aujourd'hui, sans nos bureaux d'études, sans nos techniciens, sans nos ingénieurs, qui sont aujourd'hui, eux, au sommet, c'est eux qui nous proposent. Donc nous, on ne fait que valider, même si on amorce aussi certaines idées. Et voilà, donc il y a un lien qui est fait, qui est très fort entre les services et les entreprises du BTP, qui fait qu'aujourd'hui, on avance ensemble, main dans la main. Et pour terminer sur ce sujet-là, moi, je ne peux être que partant pour l'innovation que peut nous apporter aussi les entreprises parce qu'aujourd'hui, on parle souvent des élus, mais qu'est-ce que vous faites pour innover? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Les entreprises aussi doivent nous apporter aussi des idées, des solutions, de manière à améliorer un peu le quotidien.
C'est une très bonne transition. Avant de revenir justement sur la mobilité douce avec vous, Philippe, un mot, Alan, sur l'innovation. Ça aussi, c'est quelque chose qui va forcément changer dans les années qui vont arriver pour les travaux publics. Oui, c'est vrai. Dans cette question de transition écologique. On innove, même si on n'est pas, ce qui n'est pas très connu, mais on innove dans les travaux publics. On recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, des nouvelles usages. On mécanise aussi nos professions en essayant d'optimiser notre empreinte carbone. Donc il y a beaucoup de sujets où on progresse dessus. La Fédération nationale a pris la tâche d'ailleurs d'un cabinet pour faire un audit précis de ce que l'empreinte carbone du travaux publics en France. Donc pour vraiment mettre un chiffre sur l'empreinte carbone des infrastructures routières et toutes les infrastructures du travaux public. Donc il y a une prise de conscience. Mais non, certains sujets vont un peu plus vite que d'autres. Le Covid a été un accélérateur pour certains sujets. Après, il y a d'autres qui seront plus dans le long terme. Mais on y travaille, nos structures de recherche travaillent dessus et on ne s'arrête pas là-dessus. On parlait de chiffres, effectivement, un chiffre à donner. Il y a une étude de fait. Les usages des infrastructures pèsent aujourd'hui pour la moitié, c'est-à-dire 50% dans l'empreinte carbone de la France. C'est-à-dire qu'il faut modifier, peut-être réhabiliter certaines infrastructures. Pour revenir sur la mobilité douce, est-ce qu'on a des chiffres dans le Loir-et-Cher sur justement le nombre de pistes cyclables, ce qui va être investi, et parler d'Aglopolis aussi pour les gens qui nous regardent. Aglopolis, c'est quoi? C'est un regroupement de communes, c'est ça? Alors, Aglopolis, c'est une communauté d'agglomération, effectivement, qui regroupe 43 communes, donc avec la ville-centre, Blois, bien centre, puisqu'elle est bien positionnée géographiquement sur le centre géographique. Ensuite, alors initialement, enfin pas initialement, mais avant les communes nouvelles, il y avait 48 communes, mais la fondation de 3 communes nouvelles a fait que actuellement nous sommes à 43 communes. Voilà. Donc les communes nouvelles qui se sont créées, ce sont Valensis, Valloires-sur-Cisse et Vezin-sur-Loire. Qu'est-ce que vous avez mis en place dernièrement, ces dernières années justement sur le Loir-et-Cher? Au niveau des... Au niveau des installations, des infrastructures. Donc à Aglopolis. Alors Aglopolis porte un certain nombre de politiques publiques, on va dire, dont les mobilités. Bon, moi je suis délégué à la voirie, du coup je suis plutôt la conséquence, on va dire, de toutes ces politiques. Ce sont des politiques qui se croisent en fait. C'est l'habitat, c'est l'économie, c'est les mobilités, ce sont les déplacements des gens pour toutes sortes d'activités et qui regroupent toutes ces politiques. Alors nous déployons alors en liaison étroite avec la ville de Blois, puisque bien sûr on le voit que la ville-centre, Aglopolis, ce sont des voiries dites d'intérêt communautaire, mais qui sont en lien direct, voire en prolongation de certaines voies de la ville-centre. Alors voirie d'intérêt communautaire, donc c'est quoi en fait? Il y a un certain nombre de critères qui définissent, rapidement ce sont les voiries de bourg à bourg, donc de village à village. Ensuite ce sont des voiries vers des parcs d'activités, donc économiques, comme la zone de l'Ardoise ou l'Artouillat sur Chaille. On a aussi des voies qui relient des établissements d'intérêt majeur, soit des intérêts privés, comme des grands campings, comme les campings 5 étoiles à Mélan ou celui de Duny sur Vezin-sur-Loire. Ensuite, ça peut être vers des établissements publics de type EHPAD, des choses comme ça. Donc c'est en fait toutes ces voies-là qui sont en fait gérées par Aglopolis, qui sont définies comme d'intérêt communautaire en fait. Voilà. Je voulais vous poser une question, Catherine. La France a cet objectif de baisse d'empreinte carbone à l'horizon 2030 et 2050. Est-ce que c'est sur la bonne voie aujourd'hui? Alors, c'est sur la bonne voie parce que d'abord, les réglementations y incitent et y invitent à la fois les collectivités et les entreprises. Moi, je voudrais un petit peu compléter parce que la réduction de l'empreinte carbone, ça peut passer aussi par renforcer les déplacements à bicyclette. Et j'invite mes collègues de l'agglomération à renforcer la politique sur les pistes cyclables et venir rejoindre la politique du département, puisque nous nous sommes engagés au travers de ce budget. Bernard, tu vas m'aider sur le chiffre, je ne sais pas si tu l'as en tête, 2,5 millions sur le développement des pistes cyclables. Je pense que c'est dans une action coordonnée
qu'on pourra faire en sorte qu'il y ait une bonne fluidité, c'est-à-dire que les communes, pour ce qui concerne l'agglomération, qui sont en périphérie, là aujourd'hui, le département a initié une piste cyclable entre Molineuf et Blois. Donc on voit bien que quand on habite Molineuf, là, on va pouvoir se rendre à Blois en utilisant la bicyclette. Ça intéresse les lycéens, puisque le lycée Camille Claudel est tout près. Je pense qu'il faut qu'on travaille, on a beaucoup tous travaillé sur les pistes cyclables à vocation touristique. Je pense que maintenant, il faut qu'on travaille sur les pistes cyclables du quotidien. C'est l'orientation du conseil départemental qui s'engage dans l'élaboration d'un plan départemental cyclable. Et je pense qu'il faut impérativement que nous travaillions de concert avec l'agglomération, puisque notre agglomération blésoise comporte bien évidemment la ville chef-lieu, mais l'essentiel des communes sont des communes rurales, des communes de périphérie, voire plus éloignées. Et pour en avoir discuté avec beaucoup de maires de l'intercommunalité, la réflexion des maires porte aussi sur comment je fais pour organiser une liaison entre ma commune et la commune d'à côté, qui elle est dotée de commerce et moi j'en ai pas. Donc on peut aussi aller faire les courses à bicyclette. Et je pense que là, il y a vraiment une réflexion à conduire. Les maires ont déjà commencé. Et moi, j'ai vu un certain nombre de communes qui se penchent véritablement sur cette question. Et je pense que c'est un moyen de réduire l'empreinte carbone. Mais il y en a bien d'autres aussi dans la construction des bâtiments qu'on est tous amenés à construire. C'est pas Bernard Pilfer qui me démentira, c'est-à-dire que sur les projets de nouvelles constructions, on a forcément cet objectif de réduction de l'empreinte carbone. Et tout à l'heure, quand on parlait du partenariat et de l'objectif commun avec les entreprises, ça, ce sont des éléments que nous mettons aussi dans nos marchés, c'est-à-dire qu'on met toujours une clause laissant une partie, je ne vais pas dire une expression libre à l'entreprise, mais bon, un petit peu ça, une orientation justement sur cette question-là. Et ça permet aussi aux entreprises de faire valoir justement leurs compétences et de dire oui, mais bon, vous m'avez commandé ça, mais moi, dans ce schéma-là, je peux proposer telle solution qui répond à votre objectif et qui comporte tel ou tel avantage. Je pense que c'est en travaillant étroitement avec le BTP qu'on arrive à comment dirais-je, gagner sur l'atteinte de cet objectif. Et là, je mettrai une petite dent sur la commande publique parce qu'elle est quand même très compliquée. Voilà. Et le fait que les financements, notamment de l'État, soient conditionnés à des appels à projets, je trouve que ça, comment dirais-je, ça freine un petit peu l'initiative des collectivités parce que si vous ne rentrez pas exactement dans les clous de l'appel à projet, ça devient un petit peu compliqué pour faire aider votre investissement. Et comme chacun le sait, aujourd'hui, les collectivités, pour conduire des projets d'envergure, ont à rechercher des modes de financement qui permettent que la réalisation de tel ou tel investissement pèse modérément sur la fiscalité locale, puisque, comme vous le savez, on en a quand même perdu une bonne partie de notre fiscalité locale avec la disparition de la taxe d'habitation. Donc voilà, c'est tout ça, je pense qu'on a tous partie liée, et on voit bien que les entreprises sont véritablement aussi dans cette recherche de satisfaction des objectifs de la collectivité qui passe commande. Enfin, c'est aussi une évolution qu'on peut constater quand on ouvre les plis. Par contre, on va avoir une difficulté, là ça va pas être la transition écologique, ça va être la situation de crise que l'on connaît là. Moi je croisais un collègue maire hier qui vient d'ouvrir les plis suite à la consultation des entreprises pour construire un centre de loisirs. Il avait une enveloppe qui était évaluée à 350 000 €. Après ouverture des plis, il sort à 600 000 €. Donc voilà, on va être tous confrontés à ce phénomène-là. Et je pense que c'est un élément aussi à prendre en compte, y compris par nos gouvernants, parce qu'il faut qu'on continue à investir. D'abord, nos citoyens en ont besoin, les entreprises aussi. Mais il ne faut pas que... Là, les enveloppes, elles ne sont pas extensibles à l'infini. Donc il faut qu'on arrive à trouver les bonnes solutions. Oui, et puis il faut fixer les objectifs aussi par rapport à ça. Je vous pose la question, Osgur, les objectifs, notamment dans cette question de transition écologique, quand on parle d'infrastructure, ils sont comment? On se dit, cette année, on va plus aller sur les pistes cyclables ou plus là-dessus. Je pose la question que peut-être quelqu'un se poserait en nous regardant. Comment on fixe les objectifs et les enveloppes? Par des débats, déjà. Lors des auditions budgétaires, donc chacun doit défendre un peu
son enveloppe, ses objectifs. Mais voilà, on va rentrer un peu dans la politique. Il y a un programme qui est fait sur un mandat et à un moment donné, c'est de suivre le programme. Et dans le programme, nous, il y a le plan cyclable, le schéma directeur cyclable qui est au département, qu'on a à la ville de Blois, qu'il y a aussi à l'agglomération. Donc nous, on est vraiment dans la lignée de notre contrat, de notre engagement, ce pourquoi on a été élu. Je voudrais juste rassurer Catherine sur il y a un très beau travail partenarial qui est fait entre le département, la ville de Blois, Aglopolis, à travers notamment les réunions des concessionnaires qui a lieu 2 fois par an, mais pas que. Et sur la piste cyclable qui a été faite, que tu évoquais, on va nous sécuriser le rond-point et faire le cheminement jusqu'à Camille Claudel. Donc voilà, c'est aussi des évolutions qui font qu'à un moment donné, lorsqu'on voit les travaux qui sont faits, on est au courant. On ne pouvait pas dire ça il y a quelques années en arrière, où c'était difficile de pouvoir travailler avec les différentes collectivités. Aujourd'hui, il y a une facilité de travail avec les collectivités. C'est ce qui nous permet aussi, à un moment donné, d'avancer plus fort et unis. De toute façon, cette volonté de décarboner la France, il va falloir travailler la main dans la main. Alors, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est pour dire, c'est que, même avant qu'il y ait eu la volonté, je parlais de quelques années, c'est il y a peut-être 10 ans en arrière, et qu'aujourd'hui, c'est une facilité de pouvoir travailler. On a des projets en commun. Je sais que le département subventionne aussi des pistes cyclables. Donc voilà, on fait les demandes de subvention. Donc oui, sur le fait à un moment donné, décarboner, on doit tous s'y atteler. On parle sur le plan climat, air, énergie, territoire, où effectivement on doit atteindre les 60%, et c'est pas... ça va être compliqué de l'atteindre, il faut dire ce qui est, on va pas se voiler la face et puis se dire c'est bon, c'est un bon objectif, on va l'atteindre. Ça va être très compliqué à atteindre, mais il faut qu'on se donne les moyens, et pour se donner les moyens, il faut qu'on assouplisse peut-être les règles aussi de la commande publique, peut-être, parce que aussi c'est un frein aujourd'hui. On peut pas faire ce qu'on veut, malheureusement. Enfin, ce qu'on veut, voilà, il y a des choses qu'aujourd'hui on aimerait bien pouvoir faire modifier, mais qu'on peut pas, parce que voilà, on est lié par la commande publique et par les règles de la commande publique. Donc après sur les... Enfin, on peut parler de tout et de la voirie. Je parlais de l'éclairage tout à l'heure parce que c'est pas neutre. Aujourd'hui, on parle aussi de la biodiversité, pardon, et le fait de passer en extinction nocturne sur quasiment la totalité de la ville. Il y a 3 secteurs, le centre-ville et les 2 secteurs à habitat dense qui sont quartier nord et quartier ouest, qui restent allumés, avec un cheminement du centre-ville qui relie les deux quartiers nord et ouest. Tout le reste est en extinction nocturne, et ce qui nous permet d'avoir une trame noire qui longe la Loire et qui permet aux oiseaux de pouvoir circuler librement. Et voilà, la biodiversité, c'est aussi un enjeu majeur qui s'est plus accentué aussi ce mandat-là, et on en parle de plus en plus. Donc il y a des choses à faire. On ne peut pas tout faire, malheureusement, en 6 ans, en 1 an, en 2 ans. Et voilà, donc après, on est aussi contraint par le budget. C'était votre question. Aujourd'hui, 2 millions d'euros, je parlais sur les pistes cyclables sur un mandat. C'est ambitieux, mais je parle uniquement de pistes cyclables. Je ne parle pas de réfection de voirie où on a les bandes cyclables, ou je ne parle pas de l'avenue de Châteaudun où on fait une piste cyclable qui ne rentre pas dans les 2 millions d'euros. C'est-à-dire, il y a la voirie, il y a la piste cyclable qui est faite, 400 000 euros sur une portion de l'avenue de Châteaudun, et on a et la piste cyclable, et la chaussée, et le trottoir, et la sécurisation des piétons. Enfin voilà, quand on parle de piste cyclable, c'est pas à proprement parler piste cyclable. Il y a aussi, on va dire, le pot commun qui fait que l'enveloppe commune de la chaussée qui permet de travailler sur ce sujet-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et puis, si juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Philippe sur
le lien qu'il peut avoir, la ville-centre agglo. Alors, c'est pas la ville-centre, c'est pas Blois qui a tous les honneurs ou qui a tout, qui bénéficie de tout. Aujourd'hui, le choix de la ville, c'est porté aussi alors là, c'est la ville qui porte financièrement, c'est de pouvoir faire la liaison pour éviter la discontinuité Saint-Gervais jusqu'à Villebarou, de faire la liaison en piste cyclable, c'est-à-dire depuis Saint-Gervais, on peut aller jusqu'à Villebarou sans aucune discontinuité cyclable. Donc voilà, c'est aussi une volonté de la ville de pouvoir faire cette discontinuité-là, et ça a été fait, et puis voilà, ça peut être que bénéfique. Ça répond à des besoins aussi, à des demandes, j'imagine, de la population. Je voudrais juste revenir sur les infrastructures avec vous, Alan. Quand on parle d'agir sur les infrastructures, ça veut dire quoi? Réhabiliter certaines infrastructures ou construire différemment? C'est quoi Il y a les deux techniques. Il y a aussi la technique. Tout ne pourra pas être refait d'une autre manière. Il y a aussi l'entretien qui est aussi très important, parce que ne pas entretenir ces infrastructures, c'est d'avoir un surcoût dans quelques années plus tard. Donc il faut continuer à entretenir ces voiries, ces réseaux, ces éclairages publics, comme je disais tout à l'heure. Ça permet d'entretenir et de ce que ça nous coûte moins cher plus tard. Parce que tout est tenu par un côté financier. On parlera du financier tout à l'heure. Donc voilà, il y a les deux choses. Quand c'est des structures nouvelles, on peut apporter de nouvelles techniques, mais il y a beaucoup de choses quand même qui sont dans l'entretien et dans la rénovation pour pouvoir continuer à perdurer sur des infrastructures telles qu'elles sont actuellement. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe? Bien sûr. Je voulais évoquer aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est aussi tout ce qui est transport collectif. Bien sûr. Parce que justement, parfois, pour être efficient, on arrive à faire des renforcements, par exemple sur une voie, en site propre pour les bus. Parce qu'en fait, il faut arriver à faire le plus de choses possible. Faut, avec parfois un budget qui, lui, n'est pas extensible. Donc, il faut être parfois, pas inventif, mais bien gérer son affaire, quoi. Voilà. Donc, mon collègue des mobilités n'est pas présent là, mais pour lui, c'est effectivement le transport collectif, c'est aussi quelque chose qui est très important, notamment sur la ville, mais pas que, puisque pour que ces politiques soient bien développées, que les gens s'approprient les transports collectifs, il faut bien entendu qu'ils soient performants. Ça passe par le cadencement, ça passe par des sites propres, des voies réservées aux bus. Parce qu'effectivement, si pour aller travailler, il faut mettre 1 heure, ça n'intéresse personne. Donc du coup, faut arriver à avoir des systèmes par des priorités au feu, par un certain nombre d'aménagements, de réflexions qui font qu'on arrive à avoir quelque chose d'intéressant et qui est plus intéressant. Alors, l'intérêt aussi avec les transports collectifs, c'est qu'il n'y a pas de problème de stationnement, etc. Quand on arrive, on monte dans le bus. Et ça passe aussi par la politique du coût, en fait. Voilà. Donc, il y a une politique qui est mise en place de manière à ce que, suivant les revenus, etc., il puisse y avoir une attractivité, quoi. Voilà. Justement, on va parler du financier avec Alexandre Doux, directeur centre d'affaires entreprises et économie sociale à la Banque Postale, partenaire de Place DTP. Comment la Banque Postale accompagne les collectivités justement dans cet objectif de transition économique? Déjà, merci pour l'invitation. Donc, on est très heureux d'être partenaire de ce premier événement. J'espère qu'il y en aura d'autres les années prochaines. Donc aujourd'hui, le positionnement de la Banque Postale, nous fêtons cette année, lundi, nos 16 ans d'existence. Donc on est très très jeune. On est une banque à capitaux exclusivement publics. Et aujourd'hui, en 16 ans, on est devenu le premier financeur des collectivités locales. Donc c'est important de le rappeler. Je voulais réagir sur quelques éléments qui ont été dits en complément. Aujourd'hui, la Banque Postale, on se positionne en plein milieu de l'écosystème, entre les collectivités locales, les entreprises de TP, mais également les particuliers. Et notre volonté aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est passé en janvier, on est la 2e banque à devenir entreprise à mission, donc à ce titre complètement investi sur l'aspect sociétal et environnemental. Donc aujourd'hui, on est à même d'accompagner les collectivités locales, les entreprises, mais également les particuliers sur des prêts verts et des prêts impact. C'est récent, ça, les prêts verts. 2019, donc c'est très très récent. Donc on disait, je ne sais plus qui disait exactement, il faut se réinventer. Oui, c'est clair, il faut se réinventer. On se réinvente, mais cette façon de se réinventer ne doit pas
passer par des freins au niveau du développement du business. Je prends un exemple, les prêts que l'on accorde aux collectivités locales, aujourd'hui sur des prêts verts avec des conditions de taux préférentiels, parce que donc on a des impacts et on travaille avec des communes, notamment pour définir la trajectoire carbone. Les financements qui sont proposés sont à des taux préférentiels, ce qui veut dire qu'on pourrait dire que la banque gagne entre guillemets moins d'argent sur ces financements. Mais c'est faux parce que ces prêts sont ce qu'on appelle resyndiqués à des particuliers, à des gros institutionnels qui sont complètement investis sur l'aspect de transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, les gros institutionnels ont l'obligation par rapport à l'accord de Paris d'accentuer sur la transition énergétique. Ce qui est important de rappeler au niveau de la Banque Postale également, on parlait tout à l'heure de transition énergétique, notre trajectoire carbone aujourd'hui est validée par les plus hautes instances internationales et on est la première banque aujourd'hui en termes de critères extra-financiers sur la transition énergétique. Et donc notre ambition aujourd'hui à 2030, c'est d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire 10 ans avant les accords de Paris. Nous ne finançons plus aujourd'hui, on ne les finance plus aujourd'hui, toute l'industrie pétrolière. Donc quand vous savez qu'aujourd'hui sur le CAC 40, quasiment 40% est détenu par Total, donc nous ne les finançons plus aujourd'hui. Et notre ambition en 2030, c'est de ne plus avoir aucun prêt, aucun financement sur des industries polluantes. Et donc à ce titre, donc on continuera à accompagner les collectivités locales, on continuera à accompagner également les entreprises sur des prêts verts et des prêts impact, mais également les particuliers qui souhaitent, on parlait de mobilité, qui souhaitent renouveler leur véhicule sur des véhicules beaucoup moins polluants. Alors à hauteur de combien concrètement et au bout de combien de temps on peut obtenir un prêt pour une collectivité par exemple? Ça va entre une semaine et 15 jours pour une collectivité, un peu plus long pour les entreprises. Alors aujourd'hui sur les prêts verts, si je reprends, on parlait d'intermodalité. Tout à l'heure, si j'ai bien retenu le terme, intermodalité. Aujourd'hui, 50% des financements de la Banque Postale, donc on représente à peu près 25% de part de marché sur ce type de financement, 50% concerne la mobilité. Donc c'est un très très gros sujet pour les collectivités locales. Et donc on parlait de prêts verts. Aujourd'hui, depuis 2019, 2 milliards de prêts verts qui ont été distribués pour les collectivités locales, dont 50% sur la mobilité, le reste est essentiellement sur l'assainissement. Avant de revenir sur l'emploi, parce que c'est le futur des travaux publics, c'est aussi pour la raison pour laquelle on est là, je voulais juste revenir, Özgür, avec vous sur l'éclairage public. Vous en avez touché un mot il y a quelques instants. L'âge moyen des installations en France, c'est de 30 ans, selon une étude. C'est quoi? C'est jeune? Il faut renouveler? C'est quoi la vraie question? Il faut renouveler parce que nous, ça fait 10 ans qu'on est en consommation électrique, qu'on est à budget constant. Malgré l'augmentation du prix de l'électricité. Et on est à budget constant, pourquoi? Parce qu'on fait du relamping, en passage en LED, on modifie, on change nos éclairages, on prend des éclairages qui consomment moins, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de rester à budget constant sur les dépenses énergétiques sur l'éclairage public. Donc 30 ans, c'est énorme quand même. Oui. C'est énorme. Et voilà, j'ai souvenir dans ma jeunesse des éclairages qui éclairaient les immeubles, qui éclairaient. Enfin, moi, j'avais pas besoin d'allumer la lumière de ma chambre, c'était déjà éclairé par l'éclairage qui était juste devant chez moi. Donc voilà, aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Ce qu'on appelait à l'époque les éclairages boules. Aujourd'hui, à Blois, il n'y en a plus aucun et on est en passage LED avec des éclairages intelligents aussi. Je parlais tout à l'heure d'extinction nocturne. On est en baisse d'intensité dans les secteurs où on reste en éclairage allumé la nuit, au centre-ville et dans les deux quartiers. Donc l'intensité qui baisse au fil de la nuit et qui ne se voit même pas. Parce qu'une fois qu'on est habitué, on ne voit pas la baisse de l'intensité. Donc tout ça font qu'aujourd'hui on arrive à maîtriser le budget et par le renouvellement justement des installations du matériel d'éclairage public. Vous avez une action sur les magasins, sur les entreprises qui certains restent allumés ou laissent des lumières le soir ou la nuit? Il y en a encore quelques-uns malheureusement. Ou ça c'est pas du tout dans votre...
Honnêtement, là-dessus, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a il y a une loi qui leur demande de couper, donc je ne pense pas que la mairie ait son mot à dire dessus. Après, je sais qu'il y a des associations qui s'en occupent en mettant des affiches qui font ce travail. pour sensibiliser. Oui, pour sensibiliser. On va parler de recrutement. Place DTP 2022, il faut venir chercher des jeunes, ceux qui vont participer au futur de la filière, ceux qui vont œuvrer pour cette transition écologique. Et j'avais un chiffre à donner, pénurie de main-d'œuvre donc dans les travaux publics. 44% des entreprises de la FNTP ont traversé en 2021 des difficultés de recrutement. Concrètement, un événement comme celui-ci participe à essayer d'aller chercher des C'est vrai, des comme jeunes. on disait tout à l'heure, la place DTP, c'est la première session initiée par la Fédération régionale des travaux publics. Donc avec la deuxième étape sur le Blois aujourd'hui, et on a commencé sur Orléans lundi et mardi. Mais c'est vrai que le but, c'est le souhait de la fédération et des entreprises, c'est de montrer les métiers, les multitudes de métiers qu'on peut proposer aux jeunes, aux chercheurs d'emploi. C'est ça en fait, la communication, de communiquer sur les métiers et travaux publics. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Parce que c'est vrai qu'on est souvent on est méconnu et mal connu. On a eu des périodes où l'apprentissage était décrié, donc on considérait que les jeunes, s'ils allaient en apprentissage dans des métiers un peu professionnels, c'était une voie de garage et c'était pas un avenir pour eux. Dans les travaux publics, nous on recrute du CAP, Bac Pro, BTS, DUT. Là, on va de multimétiers, multiniveaux, multi-diplômes. On est vraiment ouvert à tout le monde, même sans diplôme. Un peu de la motivation et de la ponctualité, et si les gens sont motivés, on recrute. Donc c'est vraiment, on est vraiment en tension, comme vous dites. Est-ce qu'il y a de nouveaux métiers qui vont arriver, du coup, ce qu'on parlait dans cette volonté de tout à l'heure on parlait de la pénibilité. C'est vrai que nos métiers certains sont encore pénibles, mais on s'est quand même amélioré, on a mécanisé. Mais non, on a apporté beaucoup d'informatique. Vous pourrez faire tout à l'heure un tour sur la place, vous verrez, il y a des logiciels de simulation. Il y a nos équipes sur le terrain travaillent avec des tablettes tactiles, avec des GPS, les machines sont guidées par avec GPS, des drones aussi, avec des drones. Donc voilà, on est vraiment aussi en train d'évoluer. Donc il faut le montrer à tous nos jeunes pour dire qu'il n'y a pas que l'informatique de programmation. Il y a aussi des métiers TP qui peuvent recruter, et chacun peut s'épanouir et évoluer dans sa vie professionnelle. Voilà. On ne sait pas parce qu'on démarre ouvrier, chef d'équipe. Tout le monde peut évoluer et l'ascenseur social existe chez nous. Voilà. Est-ce que quelqu'un a un mot peut-être à rajouter? Catherine. J'invite Alan à venir nous rejoindre à l'agence d'attractivité, puisqu'on produit des outils pour les entreprises pour valoriser les métiers dans les différents secteurs d'entreprise. Et vraiment, je pense qu'on peut susciter des vocations, parce que c'est une manière, en faisant parler des professionnels des entreprises, de valoriser leur métier. Et on voit le résultat dans certains métiers aujourd'hui. Je pense que je prends rendez-vous avec vous. C'est noté. Merci à tous les 5, je pense qu'on peut les applaudir. Merci pour ces 45 minutes passées ensemble. Et merci à vous également de nous regarder sur Place DTP TV. Venez nous rejoindre ici jusqu'au 1er avril. Vous avez toutes les infos, toutes les dates sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. On se retrouve très vite.